Bonjour à tous, ceci est une vidéo qui parlera de la dépendance à la guidance et du fait qu'il faut estomper les guidances pour les enfants. Euh, la première chose que je voulais dire dans cette vidéo est que la dépendance à la guidance n'est pas la faute de l'enfant, mais c'est souvent des adultes qui accompagnent l'enfant qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas pensé à estomper la guidance qu'ils ont apportée pour l'enfant. Pour différentes raisons. Parfois, c'est difficile de ne pas guider l'enfant trop vite, d'attendre vraiment. Parfois, c'est difficile de accepter que l'enfant se trompe. Parfois, je vois aussi certaines personnes qui pensent que leur boulot, c'est de compenser, euh, peu importe s'ils ont besoin d'augmenter progressivement les guidances du moment que l'enfant y arrive, même si c'est avec aide, ça suffit. Bref, je vois beaucoup de difficultés ou j'ai vu beaucoup de difficultés par rapport à la guidance chez les enfants. Comment ça se manifeste concrètement? J'ai plusieurs exemples, j'en ai même plein dans ma pratique. Euh, on voit parfois des enfants qui attendent d'être guidés à chaque étape. Je repense à il n'y a pas longtemps un jeune que j'ai été voir dans sa classe et il était devant sa fiche de travail, il avait compris la consigne. Euh, mais il ne faisait rien sans qu'on lui dise, vas-y, démarre. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Continue, etc. Donc là, il y a une dépendance quand même de l'aide apportée par l'adulte. Euh, des types de guidance que j'ai vus, je m'en suis noté quelques-unes. La guidance par le matériel. Euh, je vois beaucoup de personnes qui disent que les enfants autistes ont des difficultés de généralisation. Euh, Souvent, quand on me dit ça, je dis, est-ce que on a aussi varié la manière dont on a présenté les exercices aux enfants? Je m'explique. Des fois, il est tellement difficile d'apprendre aux enfants avec autisme qu'on va acheter ou créer des supports précis qui vont, comment dire, euh, qui sont un peu uniques, comme par exemple, on utilise le même support pour apprendre toutes les lettres ou pour apprendre tous les associations de mots ou pour apprendre les syllabes euh, ou pour apprendre à nommer des images. Donc, on utilise le même matériel. Et la difficulté qui peut arriver, c'est que l'enfant peut savoir ce matériel-là et on se dit, c'est bon, il a acquis les lettres ou les syllabes, ou il sait ce que c'est maintenant cette image. Mais quand on lui présente une nouvelle image, il peut ne pas savoir ce que c'est. Ou quand on lui présente la même syllabe, mais cette fois-ci, non pas avec le support euh, écrit de d'habitude, mais écrit sur l'ardoise ou écrit à l'ordinateur, ou la même lettre, mais en puzzle ou après en écrite à la main, eh bien, le jeune ne va pas y arriver. Et du coup, pour des enfants qui ont ce type de difficulté, il est très important de varier systématiquement les supports, voire même de faire ce qu'on appelle de l'appariement non identique, c'est-à-dire de faire comprendre aux jeunes par apprentissage que un A, ça peut être sur une forme de puzzle, mais ça peut aussi s'apparier à une lettre écrite qui ressemble à un A. Et ça peut aussi s'apparier à un A écrit sur des lettres rugueuses, etc. Donc, il y a souvent des difficultés dans le matériel. On ne varie pas assez les supports. Et c'est pour ça qu'en ABA, on considère qu'une compétence est acquise quand elle est généralisée, c'est-à-dire quand l'enfant a pu transférer la compétence à un nouveau matériel et même avec des nouvelles personnes. Donc, on ne considère en général jamais la compétence acquise si elle n'a pas été réutilisée avec d'autres types de matériel. Or, souvent avec les enfants avec autisme, on utilise le même matériel, la même procédure et on ne pense pas assez à varier.
les autres choses que je vois dans les problèmes de dépendance aux guidances pour les enfants, j'ai des enfants qui, si je dis « montre-moi le A », ils regardent les lettres, ils regardent où est-ce que moi je regarde quand je suis en face de l'enfant et je m'en rends pas compte, mais parfois, ça va donner une indication à l'enfant de où est la bonne réponse. Donc, il est important quand on pose une question à l'enfant, quand on questionne l'enfant sur une compétence, d'être neutre dans son visage, dans ses yeux, de ne pas regarder la bonne réponse ni sourire avant d'être vraiment sûr que l'enfant pose son doigt. Parce que, par exemple, notre type de difficulté que je vois, c'est l'enfant fait ça et il attend que je souris parce que je fais souvent un sourire quand l'enfant y arrive pour poser son doigt. Si je souris et que l'enfant m'observe, bah, il va savoir que c'est cette réponse. Non pas parce qu'il a compris que pourquoi c'est cette image qu'il doit toucher, mais parce qu'il voit dans mon comportement non verbal que c'est cette image qu'il faut sélectionner. Donc, ça, c'est aussi des erreurs que on voit de temps en temps. Donc, vraiment penser à avoir un visage assez neutre, ne pas regarder la bonne réponse et on peut sourire à l'enfant que quand on est sûr qu'il a bien sélectionné l'image correcte. Et on peut lui donner un feedback, donc une information sur s'il a réussi non verbal en souriant ou même parfois verbal. Ah oui, ça, je l'ai vu dans une école il n'y a pas longtemps, dans une classe de grande section. C'était pas pour l'enfant que j'accompagnais, mais pour un enfant typique. L'enfant devait classer des images dans la maison des sons qui correspondent. Donc, par exemple, il devait déterminer si dans papa, on entendait A, puis il y avait une image de son papa, et si c'est le cas, il devait mettre l'image de papa dans la maison du A. Puis, il faisait pareil avec toutes les autres images. Donc, par exemple, est-ce que dans lit, on entendait A, puis si on n'entendait pas A, il devait la mettre dans la colonne où on n'entendait pas A. Donc, il y avait globalement la colonne des A et la colonne des non-A. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, je ne sais plus si c'était l'enseignante ou la sage, mais peu importe, qui est intervenue auprès de cet enfant pour corriger cet enfant. Et donc, qui a posé son doigt sur des images qui étaient incorrectes. Donc, par exemple, pose l'image, l'enfant avait mis l'image de papa dans celle où on n'entendait pas le A, et l'enseignante disait « Tu es sûr ?» Puis l'enfant regardait l'enseignante et prenait l'image et la mettait de l'autre côté. Le problème, c'est qu'elle a fait ça pour toutes les images. C'est-à-dire qu'elle pointait l'image qui n'était pas bonne et l'enfant déduisait tout simplement qu'il n'avait juste qu'à changer l'image de colonne. Il le déduisait, mais est-ce qu'il a vraiment compris ça? Pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'une façon la plus simple de savoir si l'enfant avait compris, on donne un modèle, il y en a une qu'on corrige, après on enlève toutes les images, voire même on en donne des nouvelles et on lui fait recommencer du début, sans corriger tout. Si je corrige tout, l'enfant a juste à déduire qu'il faut déplacer. Il le comprend par déduction que c'était pas là. Mais est-ce qu'il a compris vraiment pourquoi il fallait mettre cette image dans cette colonne et pas dans celle-là? Je n'en suis pas du tout certaine. Voilà. Donc, des fois, on a des erreurs aussi comme ça quand on corrige les enfants. On leur donne des indications sur le fait qu'ils ont eu une erreur. Donc, ils déduisent qu'il faut qu'ils changent ça, mais ils comprennent pas vraiment pourquoi ils doivent changer ça. C'est-à-dire que la prochaine fois que je fais l'exercice avec lui, même si je prends d'autres mots, je suis pas du tout certaine, même les mêmes, je suis pas du tout certaine qu'ils vont bien pouvoir les ranger au bon endroit. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a vraiment une erreur d'apprentissage. Donc, mes conseils, globalement, j'ai donné les erreurs que je vois de temps en temps. Je redonne un autre exemple par rapport à l'exemple que je viens de vous donner. Dans une autre classe, un jeune qui était en primaire, il devait identifier le groupe sujet et le groupe verbal dans la phrase. Et en fait, c'était des phrases assez courtes.
il faisait vraiment par déduction. Comme c'était des phrases courtes, il voyait que il avait du mal à trouver les verbes. Il voyait qu'il avait trouvé le sujet et du coup, le verbe, il restait que le verbe et le complément. Et donc, quand il s'était trompé en soulignant le complément, il n'avait plus qu'à sélectionner le seul truc qu'il n'avait pas souligné dans la phrase, qui était le verbe. Mais est-ce qu'il avait vraiment compris le verbe? Je suis pas sûre. Pour moi, il fallait soit reprendre l'apprentissage des verbes de manière bien plus simple, soit refaire des phrases dans lesquelles on essaye d'identifier, non pas par déduction, mais parce qu'on lui fait identifier qu'un seul élément à la fois, où est le verbe. Et ensuite, il faut varier. C'est aussi une des difficultés qu'on peut voir dans certains apprentissages. On ne varie pas assez. Donc, par exemple, pendant un mois, on apprend aux jeunes à identifier les verbes et après, on apprend aux jeunes à identifier que les sujets. Et après, quand on fait les deux ensemble, ça pose problème. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas varié assez vite. Donc, l'enfant a appris à identifier que l'action, mais il n'a pas compris que l'action, ça correspondait au verbe. Et, et après, on lui apprend à identifier que le sujet, mais il n'a pas compris que vraiment ce truc-là, c'est un sujet. Et donc, quand on mélange les deux, ça pose des problèmes. Donc, il faut vraiment aussi penser à varier. Dès que l'enfant a acquis quelque chose et qu'il a à varier beaucoup plus vite euh, les moments où on va faire utiliser les connaissances qu'il a de manière synchro, quoi. Il faut qu'il sélectionne le bon élément. Pour conclure sur cette vidéo, le premier conseil que je peux donner, c'est déjà quand on est un parent, un éducateur, un enseignant ou un adulte qui travaille auprès d'un enfant avec autisme ou même d'un adulte avec autisme, d'essayer d'identifier les types d'aide ou ce qu'on appelle en ABA le type de guidance qu'on a produit. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour aider le jeune à répondre ou à réussir l'exercice. Donc, est-ce qu'on a donné un modèle? Est-ce qu'on a réexpliqué la consigne? Est-ce qu'on a pointé la bonne réponse? Est-ce qu'on a donné le début de la réponse verbale? Est-ce qu'on a pointé le paragraphe dans lequel était la réponse, etc. Donc, vraiment, il faut identifier le type d'aide qu'on a donné. Le type d'aide peut être aussi des fois, est-ce qu'on a demandé à l'enfant d'utiliser ses supports comme ses cours pour trouver la réponse aussi. C'est aussi un type d'aide. Une fois qu'on a identifié, on essaye de voir s'il y a un type d'aide qui paraît le plus déficitaire pour l'autonomie de l'enfant. En général, quand je disais tout à l'heure sur l'exemple où le jeune, il savait faire l'exercice, mais il se lançait dans rien sans qu'on le guide, bah ça, c'est quand même un très gros obstacle. Je préfère qu'on enlève ça plutôt qu'on l'ait guidé une fois pour prendre son cours, par exemple. Donc, on essaye d'identifier le type d'aide qu'on a donné et on essaye d'estomper ce type d'aide-là. On verra plus tard quels sont peut-être plus précisément les types d'aides et comment on peut les estomper. Mais c'était cette première vidéo assez courte pour discuter ensemble de la dépendance à la guidance et des problèmes d'apprentissage que ça peut engendrer.